Il fut un temps où les voyages aux États-Unis permettaient de lancer doucement la pré-saison, intégrer les nouveaux arrivants et expérimenter les idées du nouvel exercice. Cette fois, le contexte sera complètement différent avec cette 21e édition de Coupe du Monde des clubs sous son format inédit à 32 équipes. Un tournoi qui, jusqu'à présent, avait peu de valeur, bien qu'il réunissait les clubs champions de chacune des 6 compétitions continentales, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, les deux Amériques et l'Océanie, en plus d'un représentant du pays hôte. Mais le petit nombre de participants, l'écart du niveau entre les clubs européens et le reste du monde, et peut-être aussi la période de l'organisation, ont tous été des facteurs qui rendaient l'événement moins attrayant et le vainqueur final presque connu de tous. Puisque lors des 20 éditions disputées entre 2000 et 2024, en comptant également la Coupe intercontinentale remportée récemment par le Real, 16 trophées ont été remportés par le vainqueur de la LDC européenne, soit 80% de victoires pour le vieux continent, contre 4 sacres pour l'Amérique du Sud, tous remportés par des clubs brésiliens. Et sans surprise, c'est le club atteint du syndrome de la grandeur et de la gloire qui trône encore une fois en tête du palmarès. Pour redorer donc l'image de la compétition et sans se le cacher, surtout pour générer davantage de revenus, ce qui est malheureusement fait aux dépens des joueurs. Et là, c'est un vrai débat et un combat silencieux qui semble perdu d'avance pour les acteurs de ce sport. La FIFA s'inspire du modèle de la Coupe du Monde des Nations en rajoutant beaucoup plus de places, en réduisant aussi la fréquence de l'événement qui se déroulera toutes les 4 années désormais, et surtout en augmentant considérablement les récompenses et les primes financières des clubs participants. À peine arrivé, Xabi Alonso sera donc confronté à une sérieuse épreuve et à un tournoi sur lequel Florentino Pérez mise énormément, ce qui se reflète à travers le mercato brûlant que la direction madrilène a réalisé dès cette fenêtre de transfert, ouverte spécialement pour la Coupe du Monde des clubs et qui a pris fin ce 10 juin. C'est pour cette raison qu'on a vu le Real s'activer rapidement pour boucler les deals Howson et Arnold. Et c'est en même temps ce qui a ralenti les négociations avec Benfica au sujet de Carreras, qui a déjà atterri sur le sol américain pour commencer à préparer le premier match du club portugais dans le tournoi face au Boca Juniors. Il y a aussi le dossier Mastantuono, une vraie démonstration de la force attractive du Real Madrid qui a réussi à s'incruster et à griller la politesse au PSG en quelques jours pour obtenir l'accord du prodige argentin, un transfert qui n'attend plus que son officialisation, vraisemblablement à la fin de sa participation avec River Plate dans l'épreuve mondiale. Pour le Real Madrid, remporter cette édition inaugurale serait une occasion pour asseoir une énième fois son prestige sur la scène mondiale. C'est la culture d'un club qui est toujours en quête de gloire et de suprématie. Le Real a remporté la première édition de LDC. C'est le club le plus titré de la compétition, le plus titré du championnat espagnol, de la Coupe intercontinentale, la Coupe du Monde des clubs. Il est donc logique qu'on priorise ce trophée pour marquer l'histoire en étant les premiers lauréats de ce nouveau format. Au passage, la FIFA a dévoilé un logo spécial que le vainqueur aura l'honneur de porter sur son maillot pour des 4 prochaines années. Alors certes, il y a l'enjeu sportif, mais au même niveau, un énorme enjeu financier et un pactole allant jusqu'à 125 millions de dollars, soit 109,5 millions d'euros environ, que la FIFA réserve aux champions. Le Real Madrid, par exemple, peut bien atteindre ce montant s'il remporte chacun de ces 3 matchs de phase de groupe avant de gagner la finale. Là, en termes de récompense, on change complètement d'échelle. C'est quasiment les standards de la Ligue des Champions. À titre comparatif, le vainqueur de la Coupe du Monde de l'ancien format remportait 5 millions d'euros environ. Avec cette nouvelle formule, c'est 22 fois plus. Une somme qui pourrait, par exemple, financer la totalité des transferts de Howson, 60 millions d'euros environ, et Carreras qui, sauf énorme retournement de situation, devrait se décompter autour des 50 millions d'euros. En disputant 7 matchs seulement, le Real peut donc empocher près de 78%
des 141 millions d'euros générés grâce à sa 15e LDC, un pactole obtenu en 13 matchs, autrement dit, en jouant à peine plus que la moitié des matchs de Ligue des Champions de 2024, les revenus suivraient presque les mêmes sommets. Pour Xabi Alonso, c'est un tournoi qui représentera une occasion en or afin d'amorcer de la plus belle des manières sa mission madrilène, bien que ça ne sera pas simple dans ces circonstances. Il n'aura qu'une dizaine de jours pour transmettre les premières idées à son nouveau groupe, dont plusieurs éléments reviendront tout juste de la trêve internationale. Vini, Güler et Lunin ne s'entraîneront qu'une fois à Miami. Deux nouvelles recrues, à savoir Arnold et Howson qu'il faudra intégrer. Xabi a convoqué tout le monde, mais c'est plus une occasion pour lui d'être proche de l'ensemble de ces éléments, leur parler, leur partager sa perception et ses intentions. Sa liste élargie regroupe des blessés dont il faudra se passer, Camavinga, Rudiger, Hendrik et Mendy, ceux à peine rétablis et avec lesquels il faudra prendre le strict minimum de risques. Alaba, et surtout Carvajal et Militao qui reviennent de longues absences et dont l'inscription aura plus pour but qu'ils entrent dans la dynamique collective des entraînements et qu'ils puissent préparer la prochaine saison sans participer aux rencontres. Pas mal d'éléments de la Cantera aussi, 11 joueurs au total répartis sur tous les postes. Ils ne vont peut-être pas jouer, mais c'est important de les impliquer dans les entraînements. Les discours, ça les motivera davantage. Le prometteur latéral droit Jesus Fortea, 18 ans, qui vient de prolonger et qui sera promu en Castilla la saison prochaine. Youssef, Chema et Jacobo qui ont déjà évolué sous les ordres d'Alonso chez les U14 en 2018-2019. Mario Martin qui revient de son prêt à Valladolid. Gonzalo, meilleur buteur avec le Castilla cette saison. Il y aura aussi le sujet Rodrigo, dont l'avenir reste au point mort. Le temps de jeu du Brésilien pendant la compétition devrait, pour moi, dépendre de son avenir. Ça ne servirait à rien de bâtir autour d'un joueur qui a des envies d'ailleurs. Mais évidemment, s'il souhaite sérieusement rester, sous Xavi, il peut atteindre sa meilleure version. On a déjà réservé une analyse spéciale de la situation du Brésilien que vous pourrez consulter si ce n'est pas encore fait. Tactiquement, on a eu l'occasion d'explorer en profondeur pendant l'épisode précédent les différentes possibilités que le nouveau technicien de la Maison Blanche pourrait adopter, mais dans ces conditions, avec une marge de manœuvre extrêmement réduite, le plus logique serait de repousser toute hypothétique révolution tactique, et là je pense principalement à la défense à 3 à l'après-Coupe du Monde. L'idée serait de capitaliser sur l'héritage laissé par Ancelotti, mais en y insufflant davantage d'énergie, d'équilibre, de vitesse d'exécution et d'intensité dans le volume de jeu. Je ne dis pas que ce sera impossible de lancer ce chantier de façon aussi prématurée, mais au vu des différents facteurs que j'ai cités, de l'importance de l'événement, il serait téméraire de se lancer dans une telle expérimentation. Ma vision des choses est la suivante. Reprendre le même schéma qui a terminé le championnat, et là je dis bien le même schéma et pas spécialement le même 11, le renforcer avec Howson et Arnold qui vont faire beaucoup de bien à l'arrière-garde madrilène, même si je ne les alignerai pas forcément ensemble dès le premier match, au vu du peu de jours d'entraînement collectif qu'ils auront dans les jambes, surtout Arnold, qui sera peu familier de son nouvel environnement, et il est à souligner qu'il n'a plus joué l'intégralité d'un match depuis le mois de mars, suite à sa blessure en LDC face au PSG. 26 minutes en 2 matchs avec l'Angleterre récemment aussi. Il faudra savoir le remettre dans le bain. Howson est espagnol, il a été formé en Espagne, il aura moins de problèmes à s'entendre avec Asensio en charnière centrale, mais dans tous les cas, on parle de 3 à 4 séances d'entraînement environ avant l'entame face à Al Hilal. Ça reste insuffisant à un tel niveau. L'objectif sera donc de les intégrer avec transparence afin qu'ils trouvent progressivement leur repère dans l'animation collective. Modric et Vasquez qui disputeront leur dernière compétition avec le Real Madrid peuvent encore rendre des services. Je verrai bien Vasquez démarrer au moins
lors du premier match. Il a eu un bon moment de répit pendant cette trêve internationale et il a passé plus de temps avec Xavi. Le légendaire Modric, quant à lui, sera toujours utile en sortie de banc et peut même être titulaire en fonction de l'opposition et de la forme de ses coéquipiers au milieu. Les deux peuvent avoir du temps de jeu pendant la phase de groupe. En parlant du groupe du Real Madrid, le groupe H, le club de la capitale espagnole lancera sa mission au stade Hard Rock à Miami face au club saoudien d'Al Hilal qui a remporté la Ligue des champions asiatiques de 2022 et qui vient d'officialiser Simone Inzaghi comme nouvel entraîneur. L'Italien pourra compter sur un effectif talentueux, plusieurs joueurs de haut niveau qui ont évolué dans les meilleurs championnats européens pour espérer intimider les merengues. Les deux équipes se sont déjà rencontrées une fois et c'était lors de la finale de l'ancienne version de la Coupe du Monde de 2023, une opposition qui s'est conclue avec une victoire 5-3 des coéquipiers de Benzema à l'époque. La deuxième journée se tiendra le 22 juin face aux champions de la CONCACAF de 2024, les Mexicains de Pachuca, un autre adversaire que le Real a affronté depuis quelques mois seulement lors de cette finale de Coupe intercontinentale remportée 3-0 grâce au but du trio Mbappé, Rodrigo et Vini. Les hommes de Xavi concluront leur phase de groupe en jouant le géant autrichien, le RB Salzbourg, qui a surdominé le championnat d'Autriche en terminant champion pendant 10 saisons consécutives entre 2014 et 2024. Une formation qui a concédé l'une des plus larges victoires du Real cette saison, défaite 5-1 au Bernabéu lors de la 7e journée de la phase de championnat de LDC. Pour information, ce troisième et dernier match de la phase de groupe est le seul qui se jouera à un horaire tardif par rapport au continent européen ou africain. En France, par exemple, le coup d'envoi sera donné le 27 juin à 3 heures du matin. On va pas se mentir, c'est un groupe à la portée, du moins sur le papier, mais dans ce format de tournoi où chaque point compte, ce contexte de fin de saison rallongé, la fatigue, le changement d'entraîneur, il faut être extrêmement prudent pour éviter toute mauvaise surprise. Pour une hypothétique huitième de finale, les Madrilènes affronteraient l'un des deux qualifiés du groupe G, regroupant City, la Juve, le Wydad Casablanca et le club d'Al Ain des Émirats Arabes Unis. Le Real devra donc terminer en tête de son groupe pour éviter le premier. Pour l'écart, il s'agirait de jouer l'un des 4 qualifiés des groupes E et F, le River Plate de Mastantuono, le Dortmund de Job Bellingham, l'Inter, entre autres. Ce n'est qu'en demi-finale qu'on pourrait assister à un derby face à l'Atlético, croiser le PSG, le Bayern ou encore Chelsea. Quant à ceux qui souhaitent un classico, ils devront attendre le début de la nouvelle saison de Liga. Les joueurs du Barça, eux aussi, suivront la Coupe du Monde des clubs bien installés devant leur télé, comme tout le monde. Maintenant, si je dois dessiner un 11 de départ exclusivement pour le premier match, à l'heure où j'enregistre, compte tenu des circonstances discutées et les informations disponibles à ce stade, il ressemblerait plutôt à cela. Lunin, Vini et Güler ne s'entraîneront qu'une fois arrivés à Miami. Les autres internationaux reprendront le travail ce vendredi, juste avant le voyage vers les États-Unis. Arnold débarque à peine et n'a pas assez de temps de jeu dans les jambes. Je rappelle 26 minutes seulement avec l'Angleterre durant cette trêve. J'ai donc titularisé ceux qui auront passé le plus de temps sous les ordres du nouveau tacticien de la Maison Blanche, Fran, Lucas, Ceballos ou encore Rodrigo. Je sais que beaucoup d'entre vous pourraient s'attendre à une refonte totale dès ce mois de juin. La défense à 3, Arnaud en piston, la mise en place d'un 11 type avec une animation tactique moderne, les transitions rapides, les déplacements sans ballon, le pressing. Mais j'ai essayé d'être le plus réaliste possible. Un tel travail de fond nécessitera du temps et ce n'est qu'à partir de la prochaine saison qu'on verra réellement les fruits de la nouvelle ère. Pour ce qui est du 11 en soi, j'ai très bien souligné qu'il s'agit
d'une composition évidemment subjective, mais qui répond aussi aux circonstances de ce tout premier match. À partir de la deuxième rencontre, euh, d'autres joueurs pourront évidemment renforcer et enrichir ce 11 de départ. Il y a Vini, Güler, euh, Arnold, et bien sûr, pourquoi pas qu'on puisse voir quelques retouches tactiques de la part de Xabi Alonso. Avec cette Coupe du Monde à 32 équipes, le Real Madrid visera donc à marquer son empreinte comme premier vainqueur de ce format. Xabi Alonso, qui sera attendu au tournant, peut déjà inscrire son nom parmi les plus grands. Un gros lot en jeu. Les objectifs sont clairs. Écrire une nouvelle page dorée du palmarès merengue. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vos retours sur l'épisode précédent qui a rencontré un beau succès nous donnent encore plus d'énergie pour continuer. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à la Madrid.